Bonjour à tous. Alors, en premier lieu, je voudrais redire à chacun que je n'ai pas de compte Instagram, que je ne réponds pas ni sur Instagram, ni sur Facebook. Il y a actuellement des personnes qui usurpent mon identité. J'ai déposé une plainte à la gendarmerie, donc je ne je ne demande pas d'argent en ligne, je ne prends pas de rendez-vous par Instagram ou par Facebook et je ne converse pas sur Facebook ou sur Instagram. Donc ce n'est pas moi, soyez vigilants. Je ne peux pas faire grand-chose à part avoir porté plainte à la gendarmerie, je peux rien faire d'autre. C'est pour ça que je passe une annonce pour que vous soyez très très vigilants et que vous ne soyez pas abusés par tous ces charlatans. Merci. Pourquoi ce sujet? Eh bien, en fait, parce que les guides m'ont dit qu'une mise au point s'imposait par rapport à tous les abus actuels qu'il y a dans le domaine de la médiumnité. En fait, la médiumnité et les médiums existent depuis toujours, hein. Simplement, il y a une différence, c'est que avant, dans les civilisations anciennes, bien souvent, ce rapport avec l'invisible, avec l'au-delà, était réservé aux initiés. Et donc, ça ne pouvait pas s'ouvrir, le peuple ne pouvait pas s'ouvrir convenablement. Or, ce que l'au-delà souhaitait, c'est que tous les humains puissent avoir accès à cette immortalité de l'âme, à cette compréhension. Et donc voilà la différence qu'il a pu y avoir entre les anciennes civilisations et ce qui s'est passé plus tard. Alors il y a eu des époques quand même où il y a eu des personnages qui étaient médiums, hein, médiums visionnaires. Prenons Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc qui a vécu au XVe siècle. Jeanne d'Arc, bah oui, on dit toujours Jeanne d'Arc entendait des voix. Bah, elle était médium, Jeanne d'Arc, tout simplement. Elle était médium. Et c'est parce qu'elle était médium qu'elle a suivi tout ce qu'on lui a dit et qu'elle a pu faire tout ce qu'elle a pu réaliser dans sa vie, en fait, hein, par rapport aux batailles et tout. Donc, c'était une médium, une grande médium. Vous avez aussi, en tant que visionnaire et médium, Léonard de Vinci. Je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion d'aller au château du Clos Lucé à Amboise. Si vous ne l'avez pas fait, je vous conseille de le faire un jour parce que c'est assez exceptionnel. En fait, c'est un château qui avait été prêté comment dire, à Léonard de Vinci par François Ier, où il pouvait vivre là-bas. Et parce que François Ier avait compris l'importance de ce personnage, en fait, tout ce qu'il représentait. Et quand vous vous promenez dans les jardins d'Amboise, vous avez des grands panneaux qui vous montrent toutes les inventions de Léonard de Vinci. Et c'est quand même assez exceptionnel de voir qu'il a dessiné des inventions, créé des dessins au XVIe siècle d'appareils, de machines qui ont été mis en place au XXe, donc 4 siècles plus tard. C'était donc un visionnaire, ce qu'on appelle un visionnaire. Donc il y avait sa peinture qui était exceptionnelle, mais ce côté visionnaire de dessiner comment dire, des objets, des machines qui n'existaient pas et qui vont exister bien plus tard, voilà. Donc personnage aussi important. Et puis après, vous avez aussi Nostradamus, qui lui aussi a vécu au XVIe, comme Léonard de Vinci, et pareil, qui par ses prédictions était médium, était visionnaire. Alors c'est très compliqué à déchiffrer les prédictions de Nostradamus, mais il y a déjà les prédictions qui se sont révélées exactes. Donc ce sont vraiment 3 personnages, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais on ne peut pas tous les citer bien sûr, mais ce sont vraiment des personnages qui ont compté et qui ont démontré leur côté visionnaire et leur médiumnité. En fait, le 19e va être crucial. Pourquoi? Parce que on arrive à une époque où les gens en ont assez. C'est-à-dire que entre les différences, entre la science et le spirituel, les contradictions qu'il y a, qu'est-ce que ça a amené? Que les gens se sont totalement refermés par rapport au spirituel. Or, l'au-delà
lui, n'accepte pas. Il faut absolument que les humains se rouvrent et comprennent qu'il y a cette survie de l'âme. Alors, eh bien, c'est eux qui vont engendrer des manifestations. Alors, dans un premier temps, cela va être des manifestations grossières, comme des coups tapés dans les murs. Et puis, après, ça sera de façon plus méthodique, c'est-à-dire que ça sera avec les tables tournantes. Donc ça va commencer à se propager, et également l'écriture automatique. En fait, il veut se servir de tous ces moyens-là pour que les humains commencent à s'interroger sur, effectivement, le monde de l'au-delà. Oui, alors, le premier, qui est bon, un homme que j'admire de façon exceptionnelle et qui est né en 1802, c'est Victor Hugo. Victor Hugo avait ce côté visionnaire, hein, on dira donc médium quand même, mais en fait, comment ça va se passer? C'est qu'il va perdre donc sa fille Léopoldine en 1843, et puis il va être exilé. Et en étant en exil à Jersey, à Marine Terrasse, il y a une amie, Madame de Girardin, qui va venir et qui va lui dire qu'à Paris, les tables tournantes font fureur et que ça serait bien qu'ils essayent. Elle a envie que Victor Hugo essaye. D'abord sceptique, il accepte. Et en fait, effectivement, il va avoir des contacts avec sa fille et avec quantité d'autres esprits. Et donc, quelque part, on se sert, l'au-delà se sert d'un être d'un homme qui est connu déjà, reconnu, pour qu'on ne puisse pas douter de la véracité de ce qu'il dira. Donc Victor Hugo a été voilà, un des premiers à recevoir, dans les gens qui étaient connus, disons, à recevoir des messages par rapport à l'au-delà. Deux ans plus tard, en 1804, va naître Léon Rivail. Alors, Léon Rivail, il n'est pas du tout dans le spirituel, hein, il ne s'occupe pas du tout du surnaturel, Léon Rivail. Il est pédagogue, il écrit des ouvrages, il traduit des textes, et il est reconnu comme un grand positiviste. Et c'est parce que c'est un grand positiviste qu'on va venir le solliciter pour assister à des séances de spirit et pour pouvoir noter les messages, les trier, les classer. Parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui est habitué à le faire et qui le fera bien. Et en fait, Léon Rivail, il va, pendant pas mal d'années, assister à ces séances de spiritisme, hein, et il va donc retraduire tout ce que les êtres, les esprits vont dire lors des séances. Il va remettre ça au propre, il va écrire ça, il va classer, et il va même poser des questions. Il va arriver à poser des questions aux médiums, et qui, eux, les poseront aux esprits. Et comme ça, il aura des réponses. Et en fait, ça va l'amener à faire quoi? Eh bien, ça va l'amener à faire un livre. Et puis, il en fera un deuxième. Ces livres sont d'une telle importance qu'à l'heure actuelle, en 2024, vous allez dans n'importe quelle librairie ésotérique, vous demandez ces livres et la librairie les a. Ils sont toujours réédités. Et en fait, il les a édités sous un autre nom que Léon Rivail. Pourquoi? Parce que lors d'une séance spirit, un esprit est venu lui dire qu'il avait été druide dans une vie antérieure et lui a donné le nom qu'il avait dans cette vie antérieure. Et cet nom, c'est Allan Kardec. Donc, Léon Rivail, c'est Allan Kardec. Et en fait, il va écrire deux livres monumentaux, le livre des esprits et le livre des médiums, qui sont toujours d'actualité. Alors bien sûr, les termes sont peut-être un petit peu maintenant en dehors de l'époque, mais les valeurs qui sont dans ce livre sont fondamentales. Et donc, eh bien lui, il va affirmer par rapport à toutes
ces séances qu'il a pu constater à travers ses livres, il va expliquer le monde des esprits, le monde des médiums. Il va également créer une revue. Et cette revue existe toujours. Alors je crois que maintenant, elle est plus sous forme numérique, mais elle existe toujours, ça s'appelle la revue Spirit. Donc Allan Kardec, c'est un homme qui a fait faire des avancées de géants dans le domaine du spiritisme. C'est vraiment le père, on dira, du spiritisme. D'ailleurs, c'est lui qui va parler du spiritisme. C'est lui qui, la première fois, va parler de réincarnation. C'est vraiment un homme excessivement important au XIXe siècle et qui va révolutionner un petit peu tout ce monde-là en apportant des éléments par rapport à toutes les séances auxquelles il a assisté. Si vous avez l'occasion d'aller un jour au cimetière du Père-Lachaise à Paris, vous pouvez aller sur sa tombe. Et vous verrez que sur sa tombe, il y a marqué « Naître, mourir, renaître encore et progresser sans cesse, telle est la loi ». Et sur la stèle, sur sa stèle, il y a marqué « Tout est fait à une cause ». Tout est fait intelligent à une cause intelligente. La puissance de la cause est en raison de la grandeur de l'effet. Et voilà, ça c'est ce que, Allan Kardec a dit. Et combien de fois les guides peuvent nous rappeler la cause à effet. Donc on parle encore aujourd'hui de cette cause à effet dont a parlé Allan Kardec dans les années 1800 et quelques. Il est parti en 1869. Il a laissé je ne sais combien de livres pas terminés, d'écritures pas terminées, mais ces deux livres, le livre des médiums et le livre des esprits, là par contre, on a la chance de pouvoir encore les trouver et de s'inspirer de tout cela par rapport à cette évolution spirite qu'il y a eu au XIXe. Il y a Camille Flammarion. Camille Flammarion, lui, il va naître dans les années 1840. Camille Flammarion, il a 19 ans quand il découvre le livre des esprits, justement. Alors, Camille Flammarion, lui, il va dire que le spiritisme n'est pas une religion, mais c'est une science, et que l'on en est, à son époque, qu'à l'ABC. Il va s'intéresser énormément à tout ce qui est spirit. Il va assister à de nombreux congrès où il intervient. Donc il va écrire de nombreux ouvrages et il va rentrer en contact avec Allan Kardec. Et donc et assister à énormément de séances spirites aussi. Il va écrire donc beaucoup de livres, donc un que l'on trouve encore et qui s'appelle « Les habitants de l'autre monde ». Donc lui aussi c'est important parce qu'en parlant des habitants de l'autre monde, il affirme vraiment qu'il y a cette survie dans l'au-delà. Toujours dans les années 1840, va naître Léon Denis. Alors Léon Denis, c'est aussi un homme que j'aime beaucoup. Et d'ailleurs, je crois que dans les vidéos, dans les prochaines vidéos après Victor Hugo, je parlerai de Léon Denis. Oui, c'est un homme que j'apprécie beaucoup parce qu'il a fait énormément d'ouvrages sur les médiums, sur la médiumnité. Lui, il va lire le livre des esprits, il a 18 ans. Et en fait, il va jouer un rôle très important parce qu'il va être comme le successeur d'Allan Kardec, c'est-à-dire qu'il va défendre le spiritisme complètement. Et donc lui aussi, il va assister à de nombreuses conférences, y participer, toujours en parlant de cette conviction de la survie de l'âme. Et là, c'est pareil, si vous avez un jour l'occasion d'aller toujours au cimetière du Père-Lachaise, et donc il y a plusieurs entrées au cimetière du Père-Lachaise à Paris, mais si vous rentrez du côté de la place Gambetta, dans le 20e, je ne sais pas si elle y est toujours, mais à l'époque, il y avait une petite librairie, juste en face de l'entrée du cimetière, où là, il y avait tous les livres de Léon Denis. Et je peux vous dire que c'est vraiment exceptionnel. Donc si vous avez l'occasion de les lire, surtout, n'hésitez pas, parce que
il a joué un tel rôle dans la diffusion du spiritisme, il est dans la continuité de Kardec, absolument. Alors, dans les années 1850, c'est Gabriel Delanne qui va naître. Alors, Gabriel Delanne, lui, en fait, lui aussi, il va lire le livre de Kardec et il va se rapprocher de Camille Flammarion et de Léon Denis. Lui, il va avoir une approche plus scientifique des phénomènes qui se passent et en fait, il va, comment dire, créer une revue. Et la revue va s'appeler la revue scientifique et morale du spiritisme. Alors en fait, eh bien, Gabriel Delanne, voilà, il a eu aussi un rôle très important puisqu'il s'est rapproché de Léon Denis et de Camille Flammarion. Donc les trois ensemble propageaient, diffusaient cette conviction par rapport au spiritisme. D'ailleurs, pour ceux qui sont de ma génération, à peu près, ou ceux qui sont plus âgés que moi, il y a eu pendant des années des conférences, il y a 45 ans, j'allais écouter des conférences à la salle Gabriel Delanne à Paris. On lui avait fait une salle, on avait dédié une salle, où on avait pris son nom, où il était donné des conférences sur la médiumnité. Donc, elle a changé d'endroit. Je crois qu'à un moment donné, elle a été dans le 13e et je ne sais pas si elle existe toujours. Mais voilà, donc Gabriel Delanne, il a marqué son temps aussi, toujours le 19e. Ces trois personnes qui n'étaient pas des médiums, et Kardec non plus, mais qui ont permis la diffusion du spiritisme pour que ça se rouvre, en fait. C'est ça qui est important. On va un petit peu plus loin, dans les années 1870. Là va naître Valentine d'Ancos. Et en fait, Valentine d'Ancos, elle est plus connue sous le nom de Madame Fraya. Alors, Madame Fraya, c'était une très grande voyante. Plus que voyante, hein, plus que voyante. Et donc, elle a prédit des choses absolument exceptionnelles, c'est-à-dire elle a prédit qu'il y aurait une guerre, que les Allemands provoqueraient, que les Allemands provoqueraient une guerre, mais qu'ils la perdraient. Et que l'empereur de l'époque donc finirait en exil. Donc c'était l'empereur, je ne sais plus, Guillaume II, hein, qui finira en exil. Voilà. Et en fait, eh bien, ces prédictions étaient tellement justes que le ministère de la Guerre l'a appelé et lui a demandé de venir. Et en fait, devant Aristide Briand, elle a expliqué, alors qu'à l'époque, les Allemands étaient à 100 km de Paris, donc dans la guerre de 14-18, hein, étaient à 100 km de Paris, eh bien, elle a expliqué la vision qu'elle avait devant Aristide Briand, comme quoi il serait repoussé, qu'il n'arriverait pas à rentrer dans Paris, qu'il serait repoussé et que donc il perdrait la guerre. Ce qui effectivement a été le cas, hein, suite aux événements avec les taxis de la Marne, où effectivement les Allemands ont été repoussés. Tout le monde de la belle époque se pressait pour aller voir Madame Fraya. Tout le monde voulait voir Madame Fraya. Et en fait, elle a prédit quantité et quantité de choses qui se sont avérées vraies. Elle a reçu donc de Sarah Bernard jusqu'à Marcel Proust. Et quand Marcel Proust est venu la voir, elle lui a prédit qu'il aurait un succès exceptionnel. Or, quand il est venu consulter Madame Fraya, personne ne voulait des textes de Marcel Proust, personne. Et il était obligé d'éditer à compte d'auteur. Donc, vous voyez un petit peu, en fait, la renommée que Madame Fraya a pu avoir. Et en fait, quand elle est décédée, elle a été enterrée, pas tellement loin d'où j'habite, hein, puisque j'habite à Montrouge, et qu'elle a été enterrée au cimetière de Bagneux, et qu'on peut encore voir sa tombe au cimetière de Bagneux. Voilà. Donc Madame Fraya reste une personne très importante au 19e par rapport aux prédictions qu'elle a pu donner.
On passe toujours dans les années 1870, mais on va aller plus vers 1877. Alors là, naît un homme, j'en ai déjà parlé longuement lors de 3 vidéos que j'aime et que j'admire, surtout particulièrement en tant que médium, là, Edgar Cayce. Edgar Cayce est né en 1877. Donc je vais en parler brièvement puisque j'ai déjà parlé de lui dans les vidéos. Edgar Cayce, donc, est un médium, pour moi, un des médiums les plus fabuleux qu'il ait pu y avoir, puisqu'il a reçu 14 000 lectures. Les lectures, c'était en fait ce qu'il recevait en médiumnité, il était en auto-hypnose. Et en auto-hypnose, il était en contact avec les guides qui lui donnaient des messages. Alors, essentiellement, au départ, par rapport à la maladie, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il y ait... Donc il y avait Edgar Cayce qui se mettait en auto-hypnose, une personne qui était là, qui posait des questions, et une autre personne à côté qui venait pour consulter Edgar Cayce, donc voilà, qui demandait ce qu'elle voulait, qui disait à la personne qui assistait Edgar Cayce, et Edgar Cayce demandait et avait la réponse. Et à chaque fois, il disait « nous voyons », nous, c'est-à-dire c'était toujours avec les guides. C'est vrai qu'il a eu des guérisons parce qu'il a donné des messages avec les remèdes, toujours des remèdes naturels, de plantes qu'il donnait aux personnes, et les personnes suivaient exactement ce qui avait été dit en auto-hypnose et les personnes étaient guéries. Mais il y a aussi quantité d'autres lectures qui ont été données, notamment par rapport à l'astrologie, par rapport à la réincarnation, par rapport à l'au-delà, par rapport à quantité de sujets. Il a aussi parlé des civilisations, la civilisation égyptienne, la civilisation de l'Atlantide, dont il a beaucoup parlé aussi. Et ce qui est exceptionnel chez lui, alors il est décédé cet homme parce qu'en fait il est décédé à force de faire des lectures qui l'épuisaient totalement en énergie, c'est-à-dire qu'à la fin de sa vie, l'au-delà lui avait demandé de n'en faire que 2 par jour, mais il ne pouvait pas refuser les personnes qui venaient, qui étaient souffrantes, il ne pouvait pas leur refuser, donc il faisait des lectures quand même, et il en faisait 7 par jour. Et c'est ça qui l'a fait partir, en fait, d'épuisement par rapport à l'énergie, son corps n'a pas tenu. Mais ce qui est exceptionnel chez cet homme-là, et je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus, c'est qu'à l'heure actuelle, si vous alliez à Virginia Beach, aux États-Unis, et si vous savez parler américain, vous pouvez aller lire toutes les lectures. C'est un des rares médiums où tout est répertorié et où on peut lire absolument tout ce qu'il a reçu. Et il y a quantité d'étudiants qui y vont tous les ans pour faire des thèses, par rapport à justement à la médecine, à tout ce dont il a parlé, mais aussi par rapport justement à l'Atlantide, à l'Égypte, à l'astrologie, à la réincarnation et tout ça. Donc c'est absolument fabuleux parce que on a encore cette possibilité de tout lire. Voilà. Donc ça, c'était où Edgar Cayce était encore, donc, il est né au 19e, et lui, comme Madame Freya, ils sont décédés au 20e. Madame Freya, elle est décédée au 20e aussi. Edgar Cayce, il est décédé en 1945. Alors maintenant, on va passer au 20e siècle. En 1901, va naître une femme qui est mon modèle. Voilà. Je ne peux pas dire autrement. Elle est mon modèle en médiumnité. C'est mademoiselle Hélène Bouvier. Pour moi, c'est une médium exceptionnelle. J'ai eu la chance de la rencontrer. J'ai eu la chance d'assister à ses conférences, d'assister au contact médiumnique et d'aller la consulter en cabinet. C'était une personne vraiment exceptionnelle. C'est elle qui m'a dit un jour en consultation, c'est la première qui en consultation m'a dit un jour, mon petit, parce qu'elle nous appelait toujours comme ça, mon petit, vous allez faire comme moi un jour. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, mais mademoiselle Bouvier, là, elle me dit faire comme elle un jour, mais c'est pas possible. Enfin, ça me semblait impossible. C'était tellement un modèle pour moi. C'est elle, mademoiselle Bouvier, qui, alors elle était clairaudiente, clairvoyante, exceptionnelle, une médium vraiment exceptionnelle, et c'est elle qui a parlé de son guide, qui en a parlé de façon claire et
détendue la première fois en disant que quand elle écrivait, parce qu'elle a écrit de nombreux ouvrages, quand elle écrivait, elle sentait la présence de son guide et qu'elle ne le voyait pas toujours, ou alors quand elle se retournait, elle voyait une forme lumineuse, qu'il était toujours là, qu'elle le ressentait, qu'elle savait quand il n'était pas content, quand il la réprimandait. Et ça, c'est quelque chose qu'on ressent par rapport au guide de façon extrême. Hein. Donc il la réprimandait quand elle ne correspondait pas, quand elle ne faisait pas comme elle devait, et aussi qu'elle, en fait, qui lui montrait que sa présence tout le temps, une présence douce et rassurante qui était là à tout instant. C'est aussi Hélène Bouvier qui a parlé de l'argent en disant il ne s'agit pas de gagner beaucoup d'argent, mais je suis bien obligée d'en prendre parce que je dois payer patente. À l'époque, on disait ça, payer patente. Je dois payer patente, je dois manger. Donc, il faut bien que je prenne de l'argent aussi. Donc, elle a écrit effectivement de nombreux ouvrages. Elle est morte dans la pauvreté la plus totale en 1999. Donc, vous voyez que c'est pas si vieux. Et 1999, et peu de temps avant, elle donnait toujours des conférences. Et c'était exceptionnel de voir Hélène Bouvier en contact médiumnique. C'est-à-dire qu'elle avait le visage qui se transformait, elle devenait blanche, elle avait toujours son petit chapeau, elle gardait toujours son petit chapeau. Et en fait, elle était totalement, on la sentait, qui n'était plus là. Et qui leur parlait, qui parlait aux guides, qui leur demandait de parler plus fort, et qui s'adressait aux personnes dans la salle et qui ne comprenait pas toujours d'ailleurs quand la personne était en peine parce qu'elle avait perdu quelqu'un, parce qu'elle voyait la personne à côté, elle voyait l'être qui était parti et elle disait mais pourquoi vous pleurez, il est là, il est à côté de vous. Elle le décrivait comme il était habillé. Enfin, c'était exceptionnel et j'ai eu énormément de chance de pouvoir la connaître, énormément de chance. Et je dois dire que voilà, ça a été mon modèle. Et j'ai retrouvé chez mon ami Reynald de Roussel cette pureté médiumnique qu'avait Hélène Bouvier. Nous avons été à son école. Donc on retrouve ce côté pureté médiumnique qu'elle avait en fait. Dans les années 1916, est née Rosemary Brown. Alors Rosemary Brown, c'est une autre sorte de médium en fait, parce que Rosemary Brown, elle a appris le piano, mais de manière très simple. Sauf qu'elle avait le côté médiumnique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a reçu des œuvres de Bach, de Brahms, de Beethoven, de Chopin, de Liszt, je crois de Tchaïkovski aussi, il me semble. Je ne suis pas sûre. Non, de Schubert, je crois. Enfin, elle a reçu, non, pas de Tchaïkovski, excusez-moi, je me suis trompée. Elle a reçu quantité d'œuvres qui sont incontestables, qui viennent bien de ces auteurs-là. Et d'ailleurs, la chance qu'on a, parce qu'elle est décédée en 2001, donc vous voyez que c'est vraiment très récent. Et la chance qu'on a avec Rosemary Brown, c'est que vous allez sur YouTube, vous tapez Rosemary Brown et vous pouvez écouter des œuvres qu'elle a reçues, dictées par ces musiciens exceptionnels. Donc ça, c'est une autre forme de médiumnité. En fait, on se rend bien compte de l'évolution de la médiumnité avec les pratiques différentes. Vous voyez, on est parti de Victor Hugo, qui était à un moment donné où il y avait les coups qui tapaient dans le mur, et puis après dans les tables, et puis l'écriture automatique, et puis après, plus tard, il y a eu le Ouija. Donc la différence, c'est quoi? En fait, l'étape tournante, je vous explique, l'étape tournante, c'est un guéridon avec 3 pieds. Guéridon avec 3 pieds, et en fait, on pose une question. Si c'est oui, la table tape un coup. Si c'est non, la table tape 2 coups. Et puis, quand on pose une question,
On va poser une question et la table, donc les esprits bien sûr, répondent et il faut qu'il y ait quelqu'un à côté qui note, c'est-à-dire qu'elle va taper le nombre de coups qui correspond à la lettre. Par exemple, A c'est 1, B 2, C 3, D 4, etc. Et en fait, celui qui est à côté va noter le nombre de coups à chaque fois et après arrive à faire la phrase. Donc voilà, ça c'est l'étape tournante. Le Ouija, c'est différent. Le Ouija, vous avez un rond avec tous les lettres de l'alphabet en haut, tous les nombres de 1 à 9 en bas. Et vous mettez un verre au milieu. Les participants mettent un doigt sur le verre et se concentrent et le verre commence à bouger et les esprits vont former des lettres en envoyant le verre vers telle lettre, telle lettre, telle lettre. Voilà. Ça, c'est les pratiques qui se faisaient fin 19e, début 20e. Pourquoi ça ne se fait plus aujourd'hui? Tout simplement parce que à cette époque-là, donc les guides avaient besoin que l'au-delà avait besoin que les humains s'intéressent à l'au-delà. Donc il fallait coûte que coûte qu'il y ait des phénomènes pour qu'ils puissent y adhérer. Donc à cette époque-là, il y avait des êtres, par exemple Victor Hugo, qui a reçu des messages de Napoléon ou de Balzac ou quoi. Voilà. Alors que maintenant, avec les médiums tels qu'Hélène Bouvier, clairaudiente et clairvoyante, il n'y a plus besoin de passer par ces méthodes-là. Ce n'est plus nécessaire et c'est extrêmement dangereux. Voilà pourquoi les guides nous disent qu'il ne faut pas toucher, qu'il ne faut pas faire l'étape tournante ou le Ouija. Pourquoi? Parce que maintenant, ce ne sont plus les guides qui vont passer par rapport à ces méthodes-là, puisque les guides peuvent passer à travers des médiums qui sont clairaudients et clairvoyants, mais ce sont les êtres des premiers plans qui passent par les tables tournantes et les Ouija, et donc qui vont vous induire en erreur, qui vont vous faire croire, se faire passer pour X personnes alors que ce n'est pas vrai, parce qu'il n'y a plus, si vous voulez, comme les guides n'ont plus aucun intérêt à passer par ces pratiques-là, eh bien ce sont les êtres des premiers plans qui s'amusent avec vous, donc ceux qui n'ont pas passé la lumière et qui s'amusent avec les êtres humains. De même que quand vous allez voir un médium, il n'y a plus besoin de mettre une ambiance. Il y a encore 40 ans, quand j'ai commencé, il fallait avoir le tissu en velours violet, il fallait avoir des bougies de partout, mettre de l'encens, que vous rentriez dans la pièce, c'était irrespirable. Mais voilà, c'était le décorum qui allait avec la médium. Pour les voyants, c'était les chouettes, le châle, tout ça. Maintenant, c'est plus utile tout ça. On peut très bien être en état médiumnique sans avoir besoin d'avoir un tapis violet ou d'être asphyxié par l'odeur de l'encens. Ça ne sert à rien. Vous voyez, ça c'était voilà, ce qui se faisait avant. Donc on voit bien cette évolution qu'il y a eu entre le 19e et le 20e. Et l'écriture automatique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que les guides nous expliquent que c'est excessivement dangereux. Parce que vous allez écrire, mais vous ne savez pas avec qui. Le guide, il passe pas par l'écriture automatique, vous voyez, par rapport à une personne, voilà, qui n'est pas spécialement médium ou quoi, il ne va pas passer par l'écriture automatique. Donc vous risquez là aussi qu'il y ait des êtres des premiers plans qui parlent avec vous pendant des mois en se faisant passer pour quelqu'un et qui d'un seul coup, quand ils sentent que vous êtes bien accroché, ne vous lâchent plus. Et donc c'est excessivement dangereux. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un médium aujourd'hui? En fait, soit d'avoir un contact avec un proche qui est passé de l'autre côté, et à ce moment-là, il va venir, votre proche, pour vous rassurer, pour vous donner des nouvelles. Alors, s'il vous plaît, la médiumnité, en premier lieu, c'est pour prendre des nouvelles du proche, pas pour qu'il nous dise ce qu'on doit faire dans notre vie. C'est-à-dire qu'il faut s'oublier quand on vient voir un médium. Pour avoir un contact proche, il faut s'oublier soi et penser qu'à celui qui est passé de l'autre côté. Le but, c'est de prendre de ses nouvelles, savoir s'il est bien arrivé, savoir si tout se passe bien, comment il a vécu son départ, voilà, qu'est-ce qu'il fait, est-ce qu'il se sent bien. Voilà la priorité de la médiumnité, c'est ça son but de la médiumnité. Pas qu'ils nous disent quel travail vous allez faire, ou voilà. Et pour un guide, c'est la même chose. Un guide, il n'est pas là pour vous dire ce que vous devez faire, puisque vous vous êtes incarné pour cela.
Il va vous guider, vous orienter. Il ne va pas prendre un choix à votre place. Il va vous expliquer avant tout ce que vous venez travailler, ce que vous venez régler, ce qui ne va pas dans votre parcours. C'est ça qui l'intéresse, puisque lui, c'est le seul qui sait ce que votre âme a demandé. Donc si vous êtes à l'envers, là, il va vous le dire. Mais il ne va pas vous le dire, alors il faut travailler à tel endroit, il faut faire tel métier. Ben non, puisque vous vous êtes incarné pour retrouver ça. Donc ce n'est pas son but. Et pas faire de choix à votre place. Et par rapport à vos proches, eh bien, il ne faut pas penser, eux aussi, qu'ils vont vous dire exactement ce qui va se passer dans votre vie et ce que vous devez faire. Ben, vous pensez bien que si c'était le cas, à partir d'un certain âge, on a tous perdu un proche. Vous pensez bien qu'on aurait tous des vies, mais exceptionnelles, hein, si c'était le cas. Mais non, parce que les guides nous disent, mais à ce moment-là, ça serait totalement inutile que vous vous incarniez, puisque votre évolution, c'est de vous incarner, de retrouver ce pourquoi vous êtes venu. Donc voilà ce qui est important de comprendre, en fait. Alors en conclusion, moi je vous dirais qu'en fait, nous avons la chance que l'au-delà nous ait permis de prendre conscience de cette survie de l'âme, de cette immortalité de l'âme, et aussi de pouvoir avoir des nouvelles de nos proches, hein. C'est le rôle du médium. C'est le rôle du médium, d'être cet intermédiaire entre l'au-delà et vous. Maintenant, je vous dirais, pour finir, à vous d'avoir le discernement suffisant pour ne pas vous laisser abuser par la pléthore de charlatans qui sévit actuellement et qui se font passer pour des médiums et qui n'en sont absolument pas. C'est la grande mode, hein. Tout le monde est médium, mais très vite, si vous faites fonctionner votre discernement, vous allez vous rendre compte que ce ne sont pas des médiums, mais que ce sont des charlatans. À vous d'avoir ce discernement. C'est vraiment capital, actuellement. Merci, à très bientôt.